monsieur, bonsoir. Les principaux titres de l'actualité ce soir: traque des biens mal acquis. Tahibou Ndiaye bénéficie d'un retour de parquet. L'ancien directeur du cadastre va repasser demain devant le procureur spécial Aliou Ndao. Bara Gaye obtient une liberté provisoire après 6 mois 15 jours de prison. Ses camarades de parti parlent de procès politique. Le délibéré est fixé au 21 janvier prochain. Et puis la première édition des Journées du Sénégal au Canada s'est tenue du 26 au 30 novembre dernier. Occasion pour les autorités sénégalaises de vendre les atouts de leur pays. Dans cette édition, un grand format de nos envois spéciaux à Montréal. Journée internationale des personnes handicapées célébrée aujourd'hui. À suivre également dans cette édition le portrait de Demba Senghor qui, malgré son handicap, a réussi haut la main. Le natif de Fatick va recevoir demain son diplôme spécialisé en journalisme et en communication option radio. L'invité de ce 20h, Cheikh Tidiane Ba du Forum Civil. Bienvenue à tous. Retour de parquet pour l'ancien directeur du cadastre. Tahibou Ndiaye va passer la nuit à la section de recherche de Colobane. Il repasse demain devant le procureur spécial Aliou Ndao. Fatima Taba. Son face-à-face avec le procureur spécial était déjà attendu. Très même, Aliou Ndao avait demandé à l'ancien DG du cadastre de muter un de ses immeubles au nom de l'État, ce que Tahibou Ndiaye avait catégoriquement refusé, car à ses yeux, l'État veut à travers la CREI le dépouiller de tous ses biens. Déjà au mois d'août dernier, l'ancien DG du cadastre, poursuivi pour enrichissement illicite, était appelé à justifier sa fortune évaluée à plus de 7 milliards de francs CFA. Voulant échapper à la justice, il avait accepté la médiation pénale en versant près de la moitié, mais avec cette deuxième mise en demeure, Tahibou Ndiaye a opté la révolte, défiant la justice, avec des menaces de déballage, car l'ancien DG du cadastre refuse de tomber seul ou d'être l'agneau du sacrifice dans cette affaire. Dans la presse de ce lundi, Tahibou Ndiaye dit avoir préparé psychologiquement ses proches à un mandat de dépôt. Selon lui, de hautes autorités de la République ont bénéficié de ses largesses. Il passe la nuit à la section de recherche de Colobane en attendant son face-à-face mercredi avec le procureur de la CREI parce que bénéficiant d'un retour de parquet. Fatima Taba, merci. Et puis Bara Gaye obtient une liberté provisoire après 6 mois 15 jours de prison. Le parquet avait requis 6 mois ferme contre le secrétaire général de l'UJTL. Le délibéré est fixé au 21 janvier prochain. Adia Tala et Mohamed Dieng ont assisté au procès. Tour d'horloge de plaidoirie et d'interrogation ont suffi pour faire bénéficier à Bara Gaye la liberté provisoire. Le juge a suivi le parquet et les avocats de la défense qui ont respectivement requis 6 mois d'emprisonnement ferme et demandé la liberté provisoire à défaut de la relaxe pure et simple. Une décision qui a satisfait toute l'assistance en attendant le verdict du 21 juin prochain. Après 190 jours dans les liens de la détention, les libéraux exultent. Bara Gaye, habillé en demi-saison, veste bleue assortie d'une chemise blanche et d'un pantalon noir, les lunettes bien ajustées, s'est présenté à la barre avec un air serein. Après l'interrogatoire, on lui a fait écouter un CD de meeting du PDS à Mbaké. Il reconnaît être l'auteur de certains propos, mais refute ceux qui lui ont valu la prison. D'ailleurs, Maître Amadou Sall, avocat et militant du Parti démocratique sénégalais, parle de fraude parce que le CD n'ayant jamais figuré dans le dossier. Samba Ndiaye, cadre du PVD venu assister à l'audience, interrompt le procureur en plein réquisitoire, ce qui lui a valu d'être mis aux arrêts le temps du procès pour être libéré après, sur demande de Maître Amadou Sall et Maître Souleymane Ndéné Ndiaye, venu renforcer le pool d'avocats de la défense. Affaire Bara Gaye toujours, le coordonnateur du Parti démocratique sénégalais parle de procès politique. Omar Sarr affirme que les libéraux feront des pieds et des mains pour que Karim Wade et compagnie puissent obtenir la liberté. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Adia Tala. Que Bara soit libéré. Pour le moment, c'est une liberté provisoire. Nous pensons qu'on va libérer de façon définitivement dans les prochains jours. Mais ce qu'on dit, c'est qu'on n'aurait jamais dû l'emprisonner. On n'aurait jamais dû l'emprisonner. Et c'est ça que les avocats l'ont dit. Et le procureur, vous l'avez même entendu, le procureur ne pouvait pas démontrer en quoi on devait retenir Bara pendant 6 mois. C'est un bon jour, j'avais dit tout à l'heure,
c'est un bon jour, mais nous devons continuer la bataille pour que le Sénégal soit un pays de démocratie et de droit. Nous devons continuer la bataille pour libérer Karim Wade, pour libérer tous les otages et prisonniers politiques. Nous allons continuer cette bataille-là. C'est un bon jour, mais le meilleur jour reste à venir. Et puis le grand cadre des syndicats d'enseignants s'engage à veiller à l'application de leur protocole d'accord. Si toutefois le gouvernement ne respecte pas ses engagements, ces enseignants qui réclament à l'État 300 millions de nos francs comptent déposer un préavis de grève le 1er janvier prochain. Compte rendu signé Maïmouna Ndiaye Diafaraba. Les négociations, le grand cadre des syndicats d'enseignants exige du gouvernement la signature de leur protocole d'accord qui attend depuis plus d'une année. On a eu à sortir de 20 mois de négociations. On s'attendait à signer un protocole d'accord pour aller vers son application. Et jusqu'à présent, l'attitude du gouvernement se fiche dans un immobilisme que nous ne comprenons pas. Et c'est ça qui a motivé d'une part cette conférence de presse en tant qu'alerte, mais en tant que aussi rappel pour dire que nous n'avions pas levé notre mot d'ordre, mais on l'avait juste suspendu. Et que le préavis qu'on avait eu à dérouler, et le plan d'action aussi, est en cours. Donc à tout moment, on peut, en rapport avec notre base, redérouler notre plan d'action. Le protocole comprend 11 questions, le paiement de leurs arriérés et les lenteurs notées dans la délivrance des actes administratifs figurent en bonne place. On s'est accordé sur l'année civile des 2 tiers, du rappel des 2 tiers des années de vacation et de contractualisation et de volontariat. Par ailleurs aussi, pour le rappel, nous avions eu, d'une manière consensuelle avec le ministre de l'Éducation nationale, à trouver une solution pour faciliter le paiement de ce rappel. Mais c'est à la dernière minute que le ministre du Budget s'est opposé vraiment à ce consensus. C'est pourquoi donc nous disons que aujourd'hui ce qui bloque c'est en fait le gouvernement. Mais en plus de ce protocole d'accord qui conditionne dont la signature conditionne la paix au niveau du système éducatif, il y a aussi d'autres points vraiment qui aussi nous préoccupent. Parce qu'on s'est rendu compte que le ministre de l'Éducation nationale est en train de déficeler les acquis que nous avions. Le grand cadre demande en outre l'affectation des sortants de la FASTEF. On ne peut pas mettre la FASTEF au même pied d'égalité que la faculté de lettres ou la faculté de sciences. Et tous ceux qui sont admis au concours d'entrée de la FASTEF ont une bourse, ce qui n'est pas le cas des autres facultés. Donc on ne compare pas les deux. On va chercher un faux fuyant, on n'a qu'à le trouver ailleurs, mais ce n'est pas à ce niveau-là. Ils sont sortis, ils ont leur diplôme, ils doivent être affectés. Surtout que quelqu'un a parlé d'ultimatum. Mais il n'y a plus d'ultimatum, les élèves sont en grève pour réclamer des professeurs alors qu'on fait poireauter les sortants de la FASTEF. Leur mot d'ordre était momentanément suspendu. Aujourd'hui, ces enseignants donnent un ultimatum de 15 jours pour mettre en œuvre leurs actions. Maïmouna Ndiaye, éducation toujours, le cadre unitaire syndical des enseignants a quant à lui observé une journée de débrayage. Le CUSEMS se reproche au gouvernement le non-respect des accords signés et le non-paiement des indemnités. Ndongo Sarr, secrétaire général du CUSEMS, que je vous propose d'écouter, ses propos sont recueillis par Chérif Dia. Nous avons appelé nos camarades à un débrayage à partir de 10 h. Suite à ce que nous considérons comme une volonté du gouvernement de remettre en cause des acquis obtenus de haute lutte. Je nous prends comme exemple que le non-paiement des indemnités liées aux examens de l'année dernière, alors que, selon les termes de l'accord que nous avons signé avec l'État, ces indemnités auraient dû être payées au plus tard le 30 novembre. Il a fallu aujourd'hui que nous demandions à nos camarades donc de débrayer pour que subitement ils se décident à payer des copies. Mais je rappelle qu'il ne s'agit pas de débuter le paiement, il s'agissait de solder les indemnités à la date du 30. Donc il y a une violation donc flagrante d'un accord que nous avions signé. Alors que nous nous sommes efforcés de respecter les termes de l'accord. Foire internationale de Dakar pour cette 22e édition. Une soixantaine d'exposants représentent la Guinée-Bissau cette année. Le pays a mis l'accent sur les fruits de mer. Sa spécialité reste cependant le pommier de cajou. À cet effet, la délégation bissau-guinéenne est à la recherche de partenaires. Nafissatou Silla, Hamza Diallo se sont rendus à la foire de Dakar pour vous. Regardez. La spécialité de la Guinée-Bissau est l'anacarde. D'ailleurs, elle est en Afrique le 3e pays producteur. À cette 22e FIDAC, les exposants ont mis le paquet sur les fruits de mer et autres produits. On a apporté des citrons,
huile de palme, arachide, miel, avec poisson sec, noix de cajou, crevettes, enfin, de riz, beaucoup de choses. En ce moment-là, j'amène un peu de noix de cajou avec huile de palme. Et les prix semblent accessibles. Huile de palme, c'est 1500 par litre. Citron, c'est 500. Poisson sec, c'est 3500. Les crevettes, là, c'est 500 francs. Miel, c'est 2500 par litre. Cependant, l'objectif de la Guinée-Bissau n'est pas de vendre, mais de nouer des partenariats économiques, surtout en ce qui concerne le marché du pommier d'acajou. C'est de mettre en contact direct entre les producteurs, les artisans, les industriels et les commerçants directement en partenaire. Deuxièmement, c'est de valoriser notre production. Que la Guinée-Bissau a une potentialité très riche en agriculture, en industrie, en élevage et même en pêche. Donc notre objectif, c'est de chercher des partenaires pour pouvoir contribuer à notre développement. Sans partenaire, on ne peut rien faire. Sans chercher le marché, on ne peut rien faire. Pour ce qui est du voyage, les exposants manifestent leur gratitude à l'endroit de la douane sénégalaise. On n'a pas de fatiguement avec les gendarmeries sénégalais, avec les douanes sénégalais. Ça, heureusement, on n'a rien de parler de ça. Quand on a des commissions, quand ils sont venus, on est arrivé à la barrage, ils sont descendus pour présenter notre document. Quand ils ont vu que c'est la FIDAC, ils laissent. Les produits bissau-guinéens sont bien appréciés par les Sénégalais, mais eux aussi en font autant pour les articles sénégalais. Avant de retourner en Guinée-Bissau, je vais acheter beaucoup de produits sénégalais qui sont bien appréciés chez nous, comme les vêtements, les chaussures et autres marchandises, pour les revendre au pays. Et c'est un bon investissement pour nous. Cette année, la Guinée-Bissau a massivement répondu à l'invitation du CICES, 60 exposants au lieu des 30 habituels. Ils sont tous encadrés par la Chambre de commerce de Bissau. Je vous le disais en titre, Journée internationale des personnes handicapées célébrée aujourd'hui. Nous nous intéressons à Demba Senghor, étudiant au CESTI, comprenez Centre d'études des sciences et techniques de l'information. Motivé, son handicap n'a jamais été un frein. Aujourd'hui, le natif de Fatick a réalisé son rêve. Demain, il va recevoir son diplôme spécialisé en journalisme et en communication. Pape Cheikh Ndiaye Diouf et Diafaraba nous dressent son portrait. L'élément n'est pas en place. Nous y reviendrons avant la fin de cette édition. Tout de suite, la page des sports. Papa Abdoulaye Der, bonsoir. Bonsoir Fatih Diagne. Dans cette page des sports, toujours cette note triste avec la disparition de Mbaye Boye, et c'est une marée humaine qui a accompagné l'ancien président de l'Institut des sports de la ville de Saint-Louis à sa dernière demeure au cimetière Marmial de Sort. Les témoignages unanimes. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec le reportage de Cheikh Tidiane John plutôt, qui a fait le déplacement à Saint-Louis pour l'enterrement de Mbaye Boye, je le rappelle, décédé hier à l'hôpital régional de Saint-Louis des suites d'une longue maladie. Encore une fois, paix à son âme, et que la terre de Marmial lui soit légère. C'est promis donc. Demain, nous y reviendrons avec le reportage de Cheikh Tidiane John. Football, avec la levée de la suspension du stade Léopold Sédar Senghor, qui est effective cette levée depuis mercredi 27 novembre, et seulement il faut souligner que les autorités n'en ont pas profité pour rénover le stade qui en a grand besoin. Le sujet est signé Abdouaziz Kane Diafaraba. Le 27 novembre, que la levée de suspension du stade Léopold Sédar Senghor a été officiellement effective. Problème, en une année, rien n'a bougé
et le stade n'a pas encore été rénové. Je trouve que c'est dommage, c'est très dommage pour le football sénégalais d'avoir un stade comme le stade Léopold Sédar Senghor, le seul stade dans lequel on peut organiser des matchs internationaux et qui a été suspendu durant plus d'1 an et qu'on ne peut pas, durant cette année-là, reconstruire ou rénover ce stade. Donc je trouve que c'est très dommage pour le football sénégalais. Je pense que c'est regrettable dans la mesure où on peut recevoir des compétitions de haut niveau, des compétitions internationales. Je pense que durant ces années-là de trêve à Léopold Senghor, on pouvait en profiter pour refaire le stade. Une suspension qui aura peut-être le don de servir de leçon aux supporters. Je pense que le public a tiré parce qu'un an sans voir son équipe nationale évoluer à domicile, recevoir à Casablanca, à Guinée. Il faut que les gens changent de mentalité, voir que d'abord c'est cultiver l'esprit de fair play. Les autorités étatiques sont plus que jamais interpellées sur la politique sportive des infrastructures. On devait le faire avec le stade Lat Dior de Thiès. On ne l'a pas fait. On n'a pas réfectionné le stade Lat Dior pour pouvoir y accueillir des compétitions internationales. On ne l'a pas fait. On a attendu une année sans pouvoir avoir un stade. Il n'y a que le stade Léopold Sédar Senghor. Il faut que cette situation prenne fin. Donc l'État est en train de construire des stades au niveau des régions, 11 dans 11 régions. C'est bien, c'est pour les clubs, mais ce n'est pas bien pour le football, c'est pour l'équipe nationale. Désormais, le défi est de voir en dehors du stade Léopold Sédar Senghor d'autres enceintes multifonctionnelles au Sénégal pour qu'en cas de suspension, le plan B ne soit pas la Guinée ni le Maroc. La 16e journée de Ligue 1 en France avec en ouverture Marseille qui chute à Lille. 1-0 pour le club de Pape Ndiaye Soirée et Idrissa Gana Gueye. Nantes de Djila Bodji a battu Valenciennes par 2-1. La suite de cette 16e journée, demain, les Navétanes avec la finale de la zone 1 de Dakar qui oppose Diamono à Damels, parrainé par Salou Keita, le parrain, et le président de l'ONCAV, Amadou Kane, reviennent sur les préparatifs de la finale. Les Navétanes qui s'impliquent également dans la gestion du problème des marchands ambulants. C'est une fierté pour moi aujourd'hui d'être le parrain de la zone. Et pourquoi je le dis? Parce qu'aujourd'hui, je parle sous le contrôle de M. Amadou Kane, président de l'ONCAV du mouvement Navétane. Et je dis que ce mouvement Navétane m'a vu grandir en tant que supporter, dirigeant d'ASC, secrétaire général d'ASC, mais également aujourd'hui, j'occupe une responsabilité étatique. J'ai plus le temps de combiner les deux. C'est de retrouver Salif, directeur général d'une société nationale, un de nos membres. Même durant les renouvellements, il était déjà dans le comité directeur. Je souhaite que la fête soit belle. Ce sera une grande finale, l'une des plus grandes finales de ce pays actuellement. L'ASC Diamono qui rencontre Damels, c'est deux pionniers du Navétane. On va parler tennis avec en marge du tournoi de une dizaine d'arbitres stagiaires africains ont eu à effectuer une formation sur les règlements de la discipline pour être aux normes standards. Stage de 72 heures, suivant les explications du formateur Pascal Maria. On passe en revue les règlements internationaux qui se passent tous les jours, autant à Roland-Garros qu'à Wimbledon. Donc on essaye d'expliquer et de mettre en forme les règlements, d'expliquer le pourquoi du règlement, comment ça se définit, comment ça se met en place, et puis d'expérience à ces jeunes qui en ont besoin et qui ont encore une fois envie de prouver qu'ils ont toutes les qualités nécessaires pour venir arbitrer dans les grands tournois. C'est vrai qu'il faut régulièrement pratiquer et puis arbitrer sur les terrains, mais maintenant il y a plein de matchs ici au Sénégal ou même dans les pays voisins qui se tiennent et qui c'est pas forcément des matchs internationaux, mais des matchs entre très bons joueurs où on peut faire la pratique. Donc il suffit d'y aller, il suffit d'arbitrer, il suffit de se donner disponible pour pouvoir le faire. Ici on en a 12, on a 12 stagiaires ici qui viennent plus particulièrement du Sénégal. On a un Togolais, donc voilà quoi, il y a la qualité, il y a les gens qui sont disponibles, maintenant il faut mettre ça en forme.
Voilà Fatiguène, c'était là l'essentiel pour le sport. Merci beaucoup Papa Abdoulaye Der. Et puis Journée internationale des personnes handicapées célébrée aujourd'hui. Nous nous intéressons à Demba Senghor, étudiant au CESTI, Centre d'études des sciences et techniques de l'information. Motivé, son handicap n'a jamais été un frein. Aujourd'hui, le natif de Fatick a réalisé son rêve. Demain, il va recevoir son diplôme spécialisé en journalisme et en communication option radio. Pape Cheikh Ndiaye Diouf et Diafaraba nous dressent son portrait. Demba Senghor avance sur les marches des escaliers du Centre d'études des sciences et techniques de l'information, école de journalisme qu'il a intégrée en 2011. Originaire de Fatick, Demba a certes un handicap, mais ce qui constitue sa force, c'est son milieu social. J'ai perdu ma mère très tôt, donc j'ai été déjà détaché du cocon familial très tôt, à peine 10 ans, j'avais à peine 10 ans quand ma mère est décédée. On a rencontré des gens qui nous ont motivés, qui nous ont donné envie de faire quelque chose, surtout de croire en nos capacités. Dans ses études, Demba a connu certaines difficultés liées à son handicap, des problèmes qui ont guidé le choix de son sujet de mémoire de fin d'études. Moi j'ai travaillé sur l'appareillage orthopédique. Qu'est-ce qui vous a poussé? Ce qui m'a poussé, c'est d'abord personnel, parce que j'ai eu une histoire avec ça. Depuis tout petit, je portais des appareils et tout ça. Et aujourd'hui, je vois que l'appareillage orthopédique au Sénégal, c'est un défi. C'est un défi à relever. Moi, j'en ai fait l'expérience. À un moment donné, quand mon appareil se gâtait, par exemple, je n'allais pas à l'école. Donc, figurez-vous ça, si vous n'avez pas les moyens de réparer tout de suite, ce que ça peut faire comme contrainte. Au CESTI, il a partagé 2 années d'études avec ses camarades. L'humilité, il le porte comme un habit. Il est très humble. L'humilité parce que Demba, on a partagé la 2e année au CESTI parce qu'il nous a rejoint avec une maîtrise en anglais, mais on l'a tardivement su tellement qu'il est très humble, il est toujours à l'écoute. Demba recevra son diplôme spécialisé en journalisme et en communication, option radio. Pour lui, le plus important, c'est le talent. Là où on est passé à Talibou Dabo, ce qu'on nous faisait savoir, c'est que vous êtes comme tout le monde. Ce que les autres réussissent, vous pouvez le réussir. Certes, on est conscient de notre état de handicap avec toutes les limites que ça constitue. Détermination et courage en bandoulière, Demba surmonte les obstacles. Depuis qu'il a gagné en confiance, rien ne l'arrête. Car au-delà de sa faiblesse physique, c'est une force mentale qui le délivre. Alors, du 26 au 30 novembre dernier, s'est tenue la première édition des Journées du Sénégal au Canada en From, mise à profit par les autorités pour vendre les atouts de leur pays aux investisseurs canadiens. Grand format de ce soir, signé Barkaba Mbissandoy, nos envoyés spéciaux à Montréal. Faire découvrir aux investisseurs canadiens les énormes potentialités que recèle le Sénégal. C'est le pari auquel se sont attelés les organisateurs des Journées du Sénégal au Québec qui se sont tenues du 26 au 30 novembre à Montréal. Les autorités sénégalaises qui ont pris part à cette rencontre n'ont pas manqué de saluer l'initiative. Nous sommes ici sous les instructions du président de la République, M. Macky Sall, et de son Premier ministre, Mme Aminata Touré, pour participer aux Journées du Sénégal au Canada dans le but de pouvoir décliner les atouts potentiels qu'auraient trouvé des investisseurs canadiens pour venir investir au Sénégal. Les Journées du Sénégal disent ce qu'il faut dire de par même de l'intitulé de ces journées, et en plus que ces Journées du Sénégal aient été organisées par une Sénégalaise d'origine, même si elle a la nationalité canadienne. Ça aussi montre qu'il y a des liens privilégiés entre le Canada et le Sénégal. Pour le nouveau DG de l'APIX, ce salon offre une bonne opportunité. Les atouts du Sénégal sont nombreux. D'abord, on en a parlé tout à l'heure, le Sénégal est assis sur un socle de stabilité politique reconnue. Le Sénégal dispose d'atouts de par sa position géographique très favorable, et aussi le Sénégal compte aussi ou regorge d'opportunités en termes de ressources naturelles. On en a parlé donc tout à l'heure, et
Pour le cas spécifique du Canada, nous avons aussi présenté les projets que nous avons en portefeuille au Sénégal dans le domaine du transport ferroviaire. Ce forum est une vitrine extrêmement importante pour vendre la destination du Sénégal. Côté canadien, on apprécie aussi l'initiative. Aujourd'hui, on sait qu'il y a plus de choses à construire en Afrique qu'au Canada. Comme vous savez, la majorité des infrastructures sont déjà faites en ce qui touche à l'assainissement, ce qui touche à l'eau potable. Ici, on est plus en période de réhabilitation de ce qui est déjà construit. Alors qu'au Sénégal et partout en Afrique, on sait qu'il y a une émergence économique incroyable et qui fait que beaucoup de sociétés européennes, occidentales et notamment canadiennes, qui sont intéressés aux projets qui se font au Sénégal actuellement. Et pour ne citer que ce qu'on sait, on sait qu'il y a un nouvel aéroport qui va se construire à côté de Dakar, il y a les autoroutes, les chemins de fer, le port sec qui va se construire, la réhabilitation de quelques centrales électriques. Donc on sait que l'avenir en termes d'un domaine c'est l'Afrique. Bilan très positif, surtout pour une première édition. On a pu réussir le pari de la mobilisation, c'est-à-dire amener une délégation sénégalaise de qualité, amener des élus locaux à participer, amener des entreprises à participer, pas autant qu'on voudrait, mais il y a eu des entreprises qui sont venues. Présenter le Sénégal dans ses meilleures facettes. Pendant 3 jours ici à Montréal, le Sénégal a essayé de bien se vendre auprès des investisseurs canadiens, en espérant bientôt attirer beaucoup de capitaux vers Dakar. Barkaba Percy, Cheikh Tidiane Baba, vous êtes du Forum Civil, bonsoir. Bonsoir. Alors, l'actualité, le Sénégal a fait des progrès dans la lutte contre la corruption. Ma première question, ce résultat est dû à quoi selon vous? Oui, avant je veux préciser d'abord que depuis 1995 que Transparency International a commencé à publier cet instrument qui mesure la grande corruption, c'est-à-dire la corruption qui touche l'administration publique et la classe politique. Et cette année, le Sénégal a été classé la 77e position sur 175 pays qui ont été évalués, avec un score de 41 sur 100, contrairement à l'année dernière où nous avions occupé la 94e place sur 174 pays, avec un score de 36. Donc nous avons noté par rapport au scoring que le Sénégal a fait une avancée, aussi bien pour le classement et pour le score. Mais ce n'est pas le classement qui est important. Ce qui est important, c'est le score que le Sénégal a obtenu. Et ce score montre que nous sommes toujours dans la zone rouge, malgré les efforts qui ont été faits, et croisé avec le baromètre mondial de la corruption, qui mesure la toute petite corruption. Il y a la corruption qui existe toujours. Parce que le baromètre, lorsque nous avons sorti ce baromètre au mois de juillet, nous avons montré qu'il y avait 11 institutions qui ont été touchées par la corruption. À savoir les partis politiques, à savoir également la police, le secteur de la santé et de l'éducation. La corruption reste là, ancrée, mais la traque au bien mal acquis a quand même... Justement, on va y revenir tout à l'heure. Vous dites que nous sommes toujours dans la zone rouge. Alors, quels sont les mécanismes que l'État doit mettre en place pour limiter justement cette corruption? Oui, pour limiter cette grande corruption et cette toute petite corruption dont je parlais tout à l'heure, des mesures sont à prendre. Des mesures préventives, mais également des mesures répressives. C'est de consolider les acquis que nous avons. La loi sur l'enrichissement illicite. Faire de telle sorte que ça va être dissuasif pour tous ceux qui peuvent comme tenter de s'adonner au détournement des deniers publics et d'enrichissement illicite. Mais également adopter des initiatives normatives, préventives, à savoir la loi sur la déclaration de patrimoine généralisé. Parce qu'avec cette loi, au lieu de recourir au bien mal acquis, de poursuivre des détournements de deniers publics, il faut quand même avoir des moyens préventifs par rapport à la corruption et à l'enrichissement illicite. Et parmi ces mesures figure la loi sur la déclaration de patrimoine généralisé qui doit être élargie à toutes les hautes autorités de ce pays qui gèrent des deniers publics, mais également qui occupent des fonctions dans le gouvernement. Est-ce que paradoxalement, une lutte trop acharnée contre la corruption ne fait pas fuir les investisseurs? Bon, je ne dirais pas... cet angle-là, parce que la corruption qui existe dans un pays, certes, va favoriser les investisseurs, parce que c'est un pays corrompu. Mais quand même, ce qu'il faut mettre et dire aujourd'hui, c'est que le Sénégal est dans une dynamique à approfondir et consolider. C'est d'abord la loi sur l'enrichissement illicite, dont je vais parler tout à l'heure, mais également l'OFNAC, qui
chose, c'est une institution qui doit lutter contre la corruption, qui a remplacé la CNLCC. Nous pensons que le gouvernement du Sénégal doit mettre très rapidement en place cet organe, mais également renforcer ses moyens financiers, parce qu'aujourd'hui, l'OFNAC a d'énormes compétences et missions, donc nous pensons qu'il faudra renforcer ces mesures et ces moyens financiers à la hauteur du budget qui a été alloué à l'agence de police de proximité. Nous pensons qu'il faut les moyens de cette institution-là. Mais également, à côté de ça, adopter, parce que l'État a travaillé sur une série de lois. L'APNAC, il y a un réseau parlementaire africain, sénégalais, qui travaille sur la lutte contre la corruption. Et ce réseau a travaillé pour apporter des réponses normatives mais préventives. C'est la loi sur le financement des partis politiques. Aujourd'hui, le Sénégal doit avoir une loi sur le financement des partis qui dit l'influence dans la politique, sur la des conflits d'intérêts. Il doit sur la déclaration de patrimoine, et nous pensons que le réseau APNAC, la loi qu'elle a proposée est mieux que ce que le gouvernement a proposé en termes de loi sur la déclaration de patrimoine. Monsieur Bob, parlons de la traque des biens mal acquis. L'actualité récente, c'est la mise en cause de fonctionnaires de services comme la douane ou les impôts et domaines, des fonctionnaires qui se retrouvent à la tête de patrimoine conséquent. Selon vous, qu'est-ce qui explique cette anomalie? Oui, cette anomalie, c'est des pratiques qui sont aujourd'hui décriées par tous les citoyens sénégalais, mais également par tous les observateurs. Ce n'est pas normal et concevable que des agents publics qui gèrent des deniers publics les détournent à des fins, finalités personnelles. Ça, ce n'est pas du tout normal et ce que nous décrivons en tant qu'organisation de la société civile. Mais j'aimerais dire, les et qui sont en train d'être traités par la justice, attendons à ce que la justice quand même fasse son travail. Et à ce niveau, quand même, nous avons formulé une forte recommandation. C'est que l'État du Sénégal doit accélérer la cadence par rapport au traque au bien mal acquis. Accélérer cette cadence et également ne pas que ce ne soit pas une traque sélective, mais l'élargir à tous ceux qui aujourd'hui publics et se sont enrichis illicitement au Sénégal. Monsieur Ba, on est rattrapé par le temps. Juste une dernière question. Comment y remédier cette anomalie? Préventive. Aujourd'hui, les organes de contrôle ont été mis en place et ont fait des rapports. C'est l'IGE, l'Inspection Générale d'État, la Cour des comptes, la RMP. Nous formons à l'État du Sénégal de donner suite à ces formulés et de renforcer les moyens de l'OFNAC et de les rendre opérationnels. Cher Tidiane Ba, merci. Merci également de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition. Bonsoir.